On va parler avec vous, Michel Viseau, des extraterrestres. Et ça va être avec vous, dans le public, qu'on va en parler, puisque vous allez devoir répondre à des questions. Vrai ou faux? C'est parti. Michel Viseau, bienvenue. Vous êtes responsable du programme Exobiologie. Alors, exobiologie, c'est quoi en très rapide? La recherche de la vie extraterrestre dans l'univers et dans le système solaire principalement. Et ça, vous le faites au CNES, au Centre National d'Études Spatiales. Alors, avant de discuter avec le public qui est ici, on est allé un petit peu autour de la Cité des Sciences pour voir ce qu'en pense le public parisien de ces extraterrestres. Oui. Pour moi, non. Peut-être, sûrement. Pourquoi on serait les seuls on serait la seule planète à avoir la vie? C'est trop mythique en fait. L'univers est tellement grand qu'on peut pas être tout seul. Ils sont verts avec une antenne. Je dirais sûrement pas des petits trucs verts avec des grosses antennes, mais une espèce de forme vivante qui a intégré aussi la matière. Bah, pas rien de spécial, quoi. Je veux dire que voilà, ce sont des petits bonhommes verts, tout le monde le sait. Quand je vois des films avec des extraterrestres, ils sont verts, un peu effrayants. Ils ressembleraient peut-être plus à des bactéries ou des petits... Ouais, des bactéries. Terrestres ressemblent à peu près à ce qu'on veut bien les faire ressembler. En tout cas, c'est ce qui se passe. Élodie, est-ce que dans le public, tu as des gens qui ont l'air intéressés par ce questionnaire qu'on va essayer de lancer sur les extraterrestres? Michel Viseau, cette première question, on va la poser directement au public. Les extraterrestres, ça a été abordé dans la vidéo, doivent nous ressembler, vrai ou faux? Alors, devant. Je crois qu'on n'a pas le micro. Que t'a dit le jeune homme, vrai ou faux? Le jeune homme, il a dit que pas forcément. Pas forcément. Donc on ne s'est pas prononcé, on va attendre avant de donner une explication, Michel Viseau. Les extraterrestres doivent-ils nous ressembler? À votre avis, est-ce qu'ils doivent nous ressembler? Non. Non. Pourquoi? Faux. Mais pourquoi faux? Pourquoi tout le monde dit faux? Parce qu'ils ne sont pas vraiment obligés de nous ressembler, vraiment. Quand on dit vraiment, c'est quoi? C'est le nombre de bras, nombre de jambes Ah bah quand tu penses à ça. nombre de bras, nombre de jambes. Michel Viseau, est-ce que les extraterrestres doivent nous ressembler? Non, non et non. Les extraterrestres tout le monde a raison, ne peuvent pas nous ressembler. Mais ça veut dire qu'ils existent alors? Alors, on ne sait pas s'il y a une forme de vie extraterrestre. Et bien entendu, on commence à penser à une forme de vie extraterrestre sous forme d'un micro-organisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des bactéries. Il y a des choses plus compliquées que les bactéries, mais pour simplifier, des bactéries. Ensuite, l'évolution est quelque chose qui dépend des circonstances locales que voit la forme vivante, que connaît la forme vivante. Et c'est cette circonstance-là qui sélectionne. Or, pour une bactérie, son univers, c'est le centimètre qui l'entoure. Et donc, tout ce qu'il y a actuellement sur Terre, c'est le fruit de ces milliards de mutations et ces milliards de combinaisons, mutations, environnements qui font que petit à petit, notre Terre s'est peuplée de bactéries, puis de choses plus évoluées, de cellules, puis ensuite d'organismes avec des organes, des cellules spécialisées, etc. Et ça, c'est purement local. Donc, des choses semblables ont pu se produire ailleurs, sur d'autres planètes, pas dans le système solaire, peut-être sur Mars. Mais en tout cas, ça ne peut pas être identique à ce que nous avons sur Terre. C'est impossible. Mais vous êtes en train de presque répondre à la deuxième question, là. Alors on va peut-être la poser directement. Ça va trop vite. Posons cette question. Les lois de l'évolution sont universelles, donc le milieu... Alors si vous n'avez pas écouté Michel Viseau, c'est le moment d'essayer de répondre. Le milieu conditionnera la morphologie des extraterrestres. En gros, ça veut dire, là où il fera chaud, ils seront tous un petit peu pareils quand même. Et là où il fera froid, ils seront tous un petit peu pareils quand même. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a compris la question déjà? Oui. Mademoiselle. Non. Faux. C'est faux. Faux. Oui. Pourquoi c'est faux? Parce que les extraterrestres, c'est des êtres humains aussi. Ah bon, d'accord. Et du coup, le milieu, il n'influence pas? Sur les êtres humains extraterrestres. Ok. Quelqu'un a une autre idée peut-être avant qu'on donne la réponse? Mais oui. Un jeune homme en jaune. Le jeune homme en jaune. Hop là, juste là. Moi, je dis qu'ils s'adapteront pas parce qu'ils vivent dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène. Donc alors,
ils s'adapteront pas à l'oxygène qu'il y a sur Terre. Ce sera comme un gaz toxique un peu pour eux. Alors attendez, on va faire une pause. Avant de répondre à la question, Michel Viseau, des extraterrestres sans oxygène, c'est possible? Juste ça. D'ailleurs, sur Terre, il y a beaucoup d'organismes qui vivent sans oxygène, puisqu'on a beaucoup de bactéries pour lesquelles l'oxygène est un poison toxique. Ce sont ce que l'on appelle des anaérobies. Ce sont des bactéries qui ont besoin de CO2, de gaz carbonique pour vivre. Donc ça veut dire, il n'a pas totalement tort le jeune homme. Ça veut dire que chez eux, peut-être qu'ils vivent sans oxygène, mais s'ils viennent ici, ça va leur faire bizarre. Probablement, puisque l'oxygène n'est apparu sur Terre en tant que gaz de dioxygène, l'oxygène que nous respirons, qui nous permet d'oxyder le sucre que nous mangeons et pour donner de la force. C'est apparu il y a 2 milliards d'années, alors que la vie a apparu il y a, pour simplifier, 4 milliards d'années. Donc pendant 2 milliards d'années, la vie sur Terre était sans oxygène. Et d'un seul coup, il y a des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, complètement folles, qui se sont mises à sécréter ce poison violent qu'est l'oxygène. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Avant qu'on donne la réponse, juste parce que le petit jeune homme, il avait une petite idée. Depuis tout à l'heure, on ne le voyait pas lever la main. On écoute. Parce que tu es tout en bas. Alors, dis-moi, à ton avis, est-ce que les extraterrestres, ils peuvent s'adapter à là où ils vivent ou pas? Oui, ils peuvent s'adapter. Ouais. Bon, je crois qu'on a la bonne réponse, Michel Viseau, là. C'est la bonne réponse? Eh oui, c'est la bonne réponse. Ah ben voilà, bravo. super. Voilà. Faut faire rapidement, on finira la réponse au bar des sciences, mais pourquoi les extraterrestres sont forcément conditionnés par leur milieu, alors? Eh bien, parce que ce qui est vivant se traduit toujours par la notion que l'on a de la vie est que on transmet de l'information, que cette information est imparfaite et que donc les individus sont tous différents les uns des autres. Quand le milieu change, dans la population, les individus qui sont le mieux adaptés à ce nouveau milieu prennent le pas sur ceux qui sont moins adaptés. Et c'est ça l'évolution. Et ce sont des lois qui, vues des scientifiques aujourd'hui, sont des lois universelles, au sens univers. Si une forme de vie existe, elle ne pourra se définir que grâce à sa capacité d'évolution. Et donc, non pas de s'adapter au milieu, mais au fait que le milieu sélectionne des individus qui sont adaptés. Michel Viseau, merci. Suivez-moi, on va rejoindre Fred au bar des sciences. Et j'en profite pour vous poser une petite question qu'on va aborder sur le chemin. Ça veut dire que les lois de l'évolution sont forcément applicables aux extraterrestres. Ça veut dire que la théorie de l'évolution, on peut la décliner pour les extraterrestres. Aussi, Michel. Dans la mesure où on ne sait pas définir la vie, mais on considère qu'elle a les caractéristiques que l'on a données, c'est-à-dire faire plus de soi-même par soi-même, etc., mais surtout la capacité à faire des individus différents. S'il y a des individus différents, à un moment donné, certains auront une réaction différente par rapport au milieu, et petit à petit, ceux qui sont les mieux adaptés à ce milieu prendront le dessus sur ceux qui sont le moins adaptés à ce milieu. On a plusieurs questions sur Internet concernant la vie extraterrestre. Moi, je la résumerai plutôt, on va prendre celle de Bastien Tab, qui résume un peu, de façon générale, la principale question qui est posée, et qui nous dit, au vu du nombre de planètes dans l'univers, surtout au vu du nombre de planètes réunissant à peu près les mêmes conditions de température et de pression, peut-on dire qu'il existe forcément de la vie extraterrestre? D'abord, on ne sait pas s'il y a beaucoup de planètes qui se ressemblent à la Terre. Pour l'instant, on connaît 4000 planètes extrasolaires, mais on peut extrapoler l'extrasolaire, ça, on peut le faire. Mais bon, et on connaît à peu près une dizaine ou une cinquantaine de planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité de l'étoile. Ça veut dire viable? Non. Non, ça ne veut pas dire viable. Ça veut dire qu'elles sont la Lune, elle est dans la zone d'habitabilité. Oui, elle n'est pas viable. C'est pas une planète, hein, d'accord. Elle est dans la zone d'habitabilité du Soleil, mais elle n'est pas habitable. Hein. Non, absolument. Donc, alors ça veut dire quoi, zone d'habitabilité? La zone d'habitabilité... Parce que dans habitabilité, il y a habité, il y a habitat, voilà. C'est trompeur quand même. Eh bien, je suis Superman. Tiens, on parlait de Superman tout à l'heure. Hein. Ah bah, le voilà, on l'a dit. Nous avons Superman. Il prend la Terre, il l'amène autour de l'étoile. Allez, au travail. Et puis, s'il la met trop près de l'étoile, elle va chauffer, et toute l'eau va s'évaporer. Elle n'est plus habitable. S'il l'éloigne de l'étoile, s'il va faire froid, et l'eau va se congeler, ça va être une boule de glace, elle n'est plus habitable. Entre le moment où l'eau est toute sous forme de vapeur et où elle est toute sous forme de glace, ça définit la zone d'habitabilité de l'étoile. Ça ne suppose pas que tous les objets qui sont dans cette zone sont habitables.
D'accord, alors qu'est-ce qu'on lui répond à Bastien Tab? Non, parce que quand même, régulièrement, les astrophysiciens, les astronomes nous disent on a trouvé une nouvelle planète en dehors de notre système solaire, une exoplanète, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, ça pourrait être habité. Je ne pense pas que les astrophysiciens disent ça pourrait être habité. Après, non, mais nous, on imagine ça, forcément, oui, il y a quand deux on nous choses. le présente. L'astrophysicien, il dit on a trouvé une planète autour d'une nouvelle étoile. Elle est dans la zone d'habitabilité et probablement la température de surface pourrait être 2. C'est à peu près la seule chose qu'il peut dire. D'accord. Après, l'imagination de son empare. À la NASA, ils font des beaux dessins, des crobards, des machins. Ils mettent un peu de bleu, un peu de blanc, ça fait de l'eau, ça fait des nuages. Et voilà, on a des planètes habitables qui n'existent que dans l'imagination des gens. Ouais, là, je viens d'entendre comme si la NASA faisait ça un petit peu vite. Ah, ils font de la com, des fois, la NASA? Ils sont très très forts, aussi bien pour les missions spatiales que pour la com. Alors, je ne sais pas si mon micro marche. Si, Fred, moi j'ai envie de continuer le vrai ou faux. J'adore le vrai faux. Vous avez le droit de jouer avec le public. Et avec le public aussi. Et avec nos invités aussi. Roland Sauf que nos invités, il ne faudrait pas qu'ils répondent, il faudrait qu'ils nous disent juste vrai faux. Après, vous ferez vos commentaires. C'est Michel qui va répondre. Vous n'êtes pas exobiologiste, donc vous pouvez vous tromper peut-être aux questions que je vais vous poser. Alors, enfin, c'est pas que de l'exobiologie. Non, c'est sur la vie. Antoine Douard et Roland Lehoucq. Mars est une planète de secours si la Terre devient trop polluée. Juste vrai ou faux? Faux. Faux. Michel Vizot. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Ben, parce que, déjà, alors, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas d'azote, il n'y a pas d'oxygène libre, et probablement, même celle qui est captée, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse la libérer. Il n'y a pas d'énergie, on est très loin du Soleil. Ouais. Et puis, tout simplement, il faut bien avoir une conscience qu'il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour la biodiversité terrestre, c'est la Terre. Et que dans tout ce que l'on connaît actuellement, avec la science que l'on a aujourd'hui, je ne peux pas préjuger de ce qui existera dans 50 ans, mais dans les sciences que l'on connaît aujourd'hui, dans les 10 ans qui viennent ou dans les 20 ans qui viennent, ça restera une vérité. Il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour la vie terrestre, c'est la Terre. Alors n'allez pas plus loin, on va enchaîner avec la suivante. On pourra terraformer la planète Mars, ne répondez pas tout de suite Roland Lehoucq, je vous dois bouger le micro, et la rendre habitable pour la coloniser, d'abord dans le public. Alors, pour vous, si c'est oui, levez la main. Terraformer, faut terraformer, dire, ça veut dire modifier l'atmosphère, modifier la surface pour que enfin on puisse y amener la vie et peut-être la biodiversité. Voilà. Est-ce qu'on pourra le faire? Modifier une planète. Donc personne lève la main, donc ça veut dire que tout le monde pense que c'est faux. Non, tu penses que c'est vrai? D'accord. On pourra terraformer. Roland Lehoucq. C'est pas faux, c'est pensable. C'est-à-dire ah non, vous n'avez pas le droit de commenter, c'est vrai ou faux. C'est vrai, mais c'est pas bon, après, et faux, c'est pas bon. C'est compliqué, c'est comme dans les sondages. Des fois, ok, vous donnerez vos points de vue après. Donc, c'est entre vrai et faux. Entre vrai et faux. Antoine Douard. Moi, je suis comme Roland. Si c'est possible, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Il y a du boulot, j'imagine. Il va falloir envoyer du monde. Il manque un peu. Michel Vizot. Reprenons l'idée. Terraformer Mars. Bien sûr, c'est d'abord un sujet de débat. Les gens qui pensent que c'est possible mettent beaucoup de si. Oui. Alors, moi, généralement, alors je ne suis pas un grand scientifique, loin de là, mais généralement, quand je dis on a des faits. Quand on fait une première hypothèse, ça, c'est le travail légitime du scientifique. Quand il fait une deuxième hypothèse, il fait un travail légitime pour la génération suivante. Quand il met une troisième hypothèse derrière le si, là, il passe dans la science-fiction. Et donc là, on est à combien, là? Là, on a 10 hypothèses, donc je crois qu'on est au-delà de la science-fiction. Roland, commentaire. La réponse que je fais, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est pensable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses nouvelles à inventer. C'est juste un projet extraordinairement volumineux, coûteux, énergétiquement coûteux, financièrement coûteux, en matériel coûteux. Enfin, c'est un truc énorme, mais il est pensable. C'est pas comme si pour le vaisseau interstellaire, si on voulait faire un vaisseau qui va à 90% de vitesse de la lumière, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, de la physique. C'est juste difficile. Et là où je dis, il y a les choses en physique qui sont considérées comme impossibles. Alors quand c'est impossible en physique, c'est fini. C'est impossible parce que c'est contradictoire avec une expérience, une observation. Ouais. Non, c'est contradictoire avec un fait expérimental d'observation. Okay, et donc c'est impossible. Oui. Alors maintenant, les choses qui ne sont pas impossibles, y en a qui sont pensables, on peut jouer avec, et c'est pas pour ça qu'elles sont faisables en pratique. C'est ce qui fait de la elles peuvent être impossibles en pratique parce que c'est trop difficile à faire. Est-ce qu'on est dans la science-fiction? Et donc là, je suis d'accord avec Michel, on est dans quelque chose qui ressemble. Alors, la science-fiction, ça n'étant pareil, c'est une idée qui vient de la science-fiction, mais qui a suffisamment excité les scientifiques, notamment Carl Sagan et d'autres, pour dire « Ah mais
pas con. Essayons de penser pour Vénus, pour Mars, et on s'est rendu compte que c'était pensable, mais en pratique si difficile qu'on peut oublier pour le... D'accord, mais c'est pas qu'une idée de scénariste de film. Il y a quand même des scientifiques qui Il y a des scientifiques qui ont pensé, il y en a qui vont contredire, ça sera une partie de débat. Et effectivement, pour le faire, il y a des conditions. Et elles sont tellement nombreuses que c'est pour les générations lointaines. Maven nous montre quand même qu'il y a quand même un gros balayage de l'atmosphère et que quoi qu'on fasse, quel que soit le gaz que l'on produit sur place, il va être balayé par le vent solaire plus vite qu'il ne sera produit. Fred, est-ce qu'on en fait une dernière? Oui, on en fait une dernière. Alors, on en fait une dernière. Vrai, faux. Attention, oui, Antoine Mars Droit. habitable, c'est tellement pensable qu'en fait, même des scientifiques l'ont très rapidement pensé. Et en voyageant dans le temps, peut-être qu'on pourrait y arriver. En regardant Mars, les premières observations qu'on a faites de Mars, on y a vu des canaux, donc on a voulu y mettre des civilisations. Ouais. Une dernière. Allez, une dernière. Une dernière avec vous, le public. C'est vous en premier. Roland Lehoucq, rangez votre micro. Si on trouve des exoplanètes habitables, on pourra y aller pour habiter, vrai ou faux? Levez la main si c'est vrai pour vous. Toi, tu pars sur... les exoplanètes, hein, les planètes qui sont en dehors du système solaire. Ah, faux? Tu dis faux aussi? Si on trouve des exoplanètes habitables, on pourra aller y habiter. Donc c'est un faux à 100%, hein, j'ai l'impression, dans le public autour de nous. Roland Lehoucq, vrai ou faux seulement? Oui, là c'est faux aussi, je pense, mais encore une fois, ça tombe dans le domaine du pensable. On peut jouer avec l'idée, mais en pratique, ça sera si difficile que ça ne se fera pas avant des milliers d'années. On peut revenir sur les phénomènes de relativité restreinte, justement. Parce que là, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, alors effectivement, la lumière met 4,2 années pour venir de Proxima du Centaure jusqu'à nous. Nous, on pourrait envoyer un vaisseau. Alors, mais vous êtes capable de vous déplacer presque à la vitesse de la lumière. Mais je suis Superman, donc... Et voilà. On a du j'irai tout seul, c'est un peu dommage quand même. Moi, j'aimerais en voir plus quand même. La réponse de Michel Luiseau, vrai ou faux? Superman tout seul, il n'y a pas de problème, il y est tout seul. Alors, 4,2, moi je dis 4 années-lumière pour simplifier. Actuellement, l'objet le plus rapide que l'on ait, pour simplifier, il va à 1/10 millième de la vitesse de la lumière. Donc, pour y aller, c'est 40 000 ans. 40 000 ans. Ouais, c'est long. C'est possible. Donc, ça demande des générations. 40 000 ans, c'est ce qui nous sépare de quoi mais plus je vais vite, plus je rajeunis. Alors, ça ne représente pas 40 000 ans. Pour ceux qui ne bougent pas. Hein. Alors, même si on va 100 fois plus vite, il faut encore 400 ans pour y aller, c'est-à-dire 10 générations. OK. Bah, donc, je crois que c'est difficilement pensable. Aux 10 niveaux d'hypothèse de la question précédente. Voilà. Il faut qu'ils partent maintenant. Donc la réponse est non, parce qu'en plus de ça, on peut identifier des planètes. On peut détecter des planètes. On va essayer, avec des missions spatiales, là, dans les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent, on va essayer de les caractériser, de voir s'ils ont une atmosphère. Dans 25 ans, on pourra à peu près voir des atmosphères de planètes de la taille de la Terre, à peu près. Après, déterminer que c'est habitable, je crois que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on partirait de toute façon dans un inconnu total.